TV et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui El Hadj Ibrahima Sall. On ne le présente plus aux Sénégalais. El Hadj Ibrahima Sall est ancien ministre du Sénégal. Il a occupé beaucoup de postes de responsabilité dans ce pays. Il était candidat non retenu à la présidentielle de 2024. Une présidentielle, on attend encore la date qui n'est pas encore fixée, qui met le pays dans une sorte d'imbroglio. Nous allons en parler au cours de cette émission. Mais avant, El Hadj Ibrahima Sall a assisté au Sénégal à une agression inouïe. Notre consoeur, Maïmouna Ndour Faye, de la 7TV, a été sauvagement agressée. Le Sénégal, ça fait longtemps, n'a pas connu ce genre de situation, malgré que le pays soit un pays où on semble être traversé par la violence. Comment peut-on expliquer cette situation aujourd'hui? Je vous remercie, Alsan. C'est avec une très grande tristesse et avec beaucoup de regrets, de pincement au cœur, que je condamne solennellement cet acte qui est un acte barbare, inacceptable, et que tout notre pays doit condamner, mais de façon ferme. Mais ça ne me surprend pas parce que, comme le disait Heinrich Heine, quand on commence par brûler des bibliothèques, on brûlera des hommes, et malheureusement nous en sommes là. Et c'est la raison pour laquelle notre pays est dans une situation extrêmement grave, et nous devons peser, nous tous, chacun en ce qui le concerne, la gravité de l'événement du moment, sans la mauvaise saison. Depuis plusieurs années, on semble être dans une spirale de violence, de climat délétère, comme vous l'avez dit. La façon de faire la politique est devenue très violente au Sénégal. Les invectives, les insultes, les réseaux sociaux ou des énergumènes s'en prennent à d'autres, qui fait qu'aujourd'hui le débat d'idées semble être absent du Sénégal. Est-ce que nous sommes en danger? Nous sommes véritablement en danger. Je voudrais tout simplement confirmer ce que vous dites, Alassane. Nous allons vers une élection présidentielle où nous avons failli aller vers une élection présidentielle où il n'y a eu absolument aucun débat d'idées. Les quelques programmes qui sont sortis, quand vous les lisez, vous avez froid dans le dos parce que vous vous dites tout simplement que les candidats se sont évertués à faire du warsakhalat et à recueillir des frustrations catégorielles pour répondre en face de chaque frustration par une action, par un programme, par un dispositif. Et c'est vraiment triste puisque ça veut dire que, quel que soit X, notre pays sera très mal gouverné, en plus de produire des présidents de la République qui n'auront pas de légitimité parce que quand ils sont 20 ou 19, ils ne peuvent venir qu'avec 6-5% et que des coalitions vont être très difficiles, le consensus va être très difficile et je plains le futur président de la République, mais qui aura tous les problèmes pour gouverner ce pays. Maintenant, tout cela se trouve sur un fond de crise politique. Oui, mais il y a quand même une cause à cette situation. Comment en est-on arrivé là pour un pays qui est considéré comme étant un pays de ressources humaines de qualité, où les Sénégalais sont à travers le monde adoubés, qu'on en arrive aujourd'hui au Sénégal à une situation où les intellectuels ou ceux qui doivent réfléchir sont pratiquement en retrait, ils sont plus dans l'espace public, qu'on arrive à voir des kidams occuper l'espace un peu partout, dire ce qu'ils veulent, traiter le pays de n'importe quoi. Est-ce que la responsabilité des politiques est engagée? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas aussi, quelque part, subi les conséquences du désinvestissement dans l'éducation? Oui, alors il y a trois niveaux, effectivement, ce que je voulais dire. Il y a une grande responsabilité de la part de la classe politique qui est au pouvoir, donc la majorité présidentielle. Et moi, j'ai observé pendant une dizaine d'années, mais la situation s'est dégradée avec une très forte responsabilité mais du pouvoir en place, et notamment du parti qui est au pouvoir, du gouvernement et du président de la République en personne. Macky Sall. Tout à fait. Ça, c'est la première responsabilité. Parce que tout simplement, rien que la manière dont les élections ont été organisées, rien que le timing, on a l'impression qu'on a tout fait pour saboter les élections. Ça, c'est ma conviction. La deuxième conviction, c'est que l'opposition a aussi joué et a une lourde responsabilité, mais dans la situation actuelle. À quel niveau? Parce que je pense qu'ils ont dégradé la situation politique, les injures se sont installées, la violence s'est installée, et l'absence de différence d'idées, ou en tout cas de divergence d'opinion, a été toujours traitée par la violence. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a assisté à autant de violence
à autant d'invectives, à autant d'injures. Et c'est indigne du Sénégal et c'est indigne de notre démocratie. Bien entendu, tout cela renvoie à une crise sociologique et c'est la famille et l'éducation qui constituent des problèmes très sérieux. Aujourd'hui, nous avons une classe politique, je suis désolé, de la majorité comme de l'opposition qui n'est pas éduquée et qui est tout simplement dans la haine systématique et dans le dégagisme. Et je rappelle que le dégagisme est pour moi l'idéologie la plus grave. Il faudrait que dans ce pays, on apprenne à ne plus dégager les gens, mais à les élire sur la base de programmes, sur la base de qualité et sur la base surtout de leur qualité personnelle. Mais on ne peut pas installer une démocratie, élire un président de la République pour 5 ans et dès la deuxième année commencer à l'insulter à la dernière année. On ne peut pas accepter qu'un président de la République, comme le président actuel, organise mal des élections en préambule et qu'on dise qu'il dégage coûte que coûte le 4 avril. Moi, que le président dégage le 4 avril ou le 6 avril ou le 8 mai, pour moi, ça m'est égal. L'important, c'est que lorsqu'il enclenche un processus électoral qui est mal fait, qu'il en assume les responsabilités. C'est trop facile de dire « je m'en vais, c'est le 2 avril, je partirai » en s'engouffrant dans la haine ou dans un discours haineux de l'opposition, de dégagisme. Le président, si j'avais été le Conseil constitutionnel, et je lance vraiment un appel aux 7 charges, il faut que, à mon avis, que ce soit fait dans les meilleurs délais, mais surtout que le président reste et assume la responsabilité. On ne part pas comme ça quand il y a autant de désordre. Et c'est la même situation. C'est la position sur laquelle je pense que nous reviendrons sur l'amnistie. Je ne pense pas que c'est au moment où on agresse des journalistes. Mais le problème fondamental qui se pose aujourd'hui, c'est que les gens disent que si le président part dans ces conditions, alors qu'il n'y a pas une réforme en profondeur des institutions, revoir qu'est-ce qu'on va faire. Le prochain président peut être pire que celui qui est là, en faisant pire que lui. Mais vous ne pouvez même pas mieux dire, Alassane. C'est évident qu'aujourd'hui, et c'est pourquoi, mais la situation est extrêmement délicate. Si le président de la République reste et fait des élections dans une courte durée, très bien, on aura un autre président de la République. Mais d'abord, il y aura plusieurs choses. Il sera mal élu. Il va être parasité par 450 organisations de société civile et 800 intellectuels qui pensent que chacun pense que c'est le moment idéal pour lui de se faire une place au pouvoir. Et il s'y ajoute que, effectivement, le travail du Conseil constitutionnel a été affreux. Et je mesure bien mes mots. Le travail a été inadmissible. Parce que tout simplement, le président de la République a commencé par enfermer et confiner le processus électoral dans des délais qui étaient très courts et qu'ils savaient tous trop courts. Le Conseil constitutionnel n'a pas les moyens de vérifier les conditions, n'a pas les moyens de vérifier les critères avec les candidats. Et je pense que c'est quelque chose dans lequel on est allé. Donc, première chose, il faut une évaluation du processus électoral et en particulier du processus de parrainage. Ça me paraît essentiel. Parce que lors de ce parrainage-là, on a assisté à une corruption électorale punie par le code pénal, mais savamment organisée par des partis de l'opposition et de la majorité qui disaient soit ne parrainer personne ou qui prenaient des parrainages pour les mettre dans la poubelle. Tout ça, c'était pour créer un marché de corruption sur la... Donc, il faut tout évaluer. On a, sur la question du contrôle des nationalités, des problèmes. Si on avait fait le contrôle, mais sur les questions fiscales, on aurait eu des problèmes pires. Et même au niveau des nombreux inspecteurs des impôts et domaines, qui sont des candidats et qui n'auraient jamais dû l'être dans un pays normal. Alors, donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut une évaluation extrêmement approfondie de ces questions-là pour régler la question de la sécurité des élections. Je parle de sécurité physique, pour régler la question du financement des partis politiques et pour régler la question de la corruption électorale. Et ça, c'est des discussions qui, pour moi, demandent beaucoup de temps. Et ce n'est pas 6 mois, c'est 6 mois au minimum pour aboutir à un code électoral consensuel. Donc, je voudrais dire, moi, ça m'est égal que ce soit le président sortant ou le président entrant qui va le régler, mais je pense que c'est la plus haute priorité aujourd'hui. C'est de réformer notre code électoral, réformer notre système électoral, réformer les questions de parrainage et aller vers des futures prochaines élections apaisées au Sénégal. Et encore une fois, ces élections apaisées, mais c'est les élections de 2028,
Et pour moi, ça me paraît important. Mais tout ce qu'on fera de contraire, même avec l'arrivée, si le président démissionne, le président de l'Assemblée nationale va venir, ça va être de nouvelles élections. On va traîner encore pour 1 an pour fixer les règles du jeu, parce que les règles du jeu ne sont pas bonnes. Je vous dis que moi, je suis un candidat non retenu et je suis pour qu'on parte avec la liste qui a été déterminée par le Conseil constitutionnel, parce que je pense que la force doit rester aux institutions et que même si j'en ai été victime, je suis pour qu'on ne remette pas en question l'autorité du Conseil constitutionnel. Il faut que le Conseil constitutionnel soit souverain en matière de sélection des candidats et qu'elle arrête sa liste. Une fois qu'elle est arrêtée, que nous la respectons nous tous, qu'on soit avantagé, retenu, ajourné, tout, c'est l'affaire du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a décidé et nous devons le respecter. Mais maintenant, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de problème. Ces problèmes-là, nous devons les régler impérativement. Parce que si nous ne le faisons pas, eh bien, on va vers des conflits, vers des conflits sociaux. Je ne le souhaite pas pour le Sénégal. Mais qu'est-ce qui est arrivé au Sénégal? Un pays connu comme étant comme un pays de forte personnalité. Pourquoi cette médiocrité ambiante dans ce pays-là? Pourquoi nous sommes devenus médiocres dans ce pays? Mais nous sommes devenus médiocres parce que nous avons adopté l'idéologie du dégagisme. Le dégagisme s'est parté. Le dégagisme a commencé avec le régime de Diouf. Vous vous souvenez, on disait Nadem, 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 et c'était devenu la chanson. On s'en est débarrassé sans voir ce qui allait venir. Ce qui est venu avec 25 ans de désastre et qui ont conduit jusqu'à la situation actuelle. Et pour moi, mon analyse est claire. La situation actuelle est un dégât collatéral des décisions qui ont été prises en 2000. Et nous sommes en train de partir dans la même direction. Le président Macky Sall, qui est aujourd'hui victime du dégagisme, qu'il parte le 2, est lui-même un produit du dégagisme. Lui-même, il disait, marchons au palais, allons-y. Donc, c'est des choses qui sont inadmissibles dans une démocratie. De la même façon, j'ai passé mon temps, lorsque Ablaye Wade, Iba Der et tout ça, paix à leur âme, faisaient leur première manifestation en France, à l'Assemblée nationale, contre un prix qu'on devait remettre au président Diouf. J'étais tout jeune, je pouvais être au Palais le fils. Bourbon. Oui, au Palais Bourbon, mais je disais à tout le monde que c'est inadmissible qu'on ternisse l'image de marque d'un pays. Les institutions d'une république doivent être défendues dans la discipline, dans l'ordre, dans le respect. Le dégagisme n'arrange personne et nous sommes en train de créer une situation chaotique que le Sénégal ne mérite pas et qui va nous amener au gouffre. C'est ça la responsabilité et il faut avoir l'honnêteté de dire la vérité à tout le monde. Il y a aussi l'amnistie qui est mise sur la table. Alors, sur l'amnistie, moi je suis fondamentalement contre l'amnistie. Pourquoi? Les camarades de mon parti sont contre l'amnistie. Pourquoi? Alors pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons de conjoncture. Vous voyez bien que ce n'est pas dans un pays où on poignarde les journalistes il y a quelques heures, où il faut voter une loi d'amnistie pour des faits politiques et pour des faits de violence, que même certainement certains prisonniers libérés ont dû participer, auxquels ils ont dû participer. Donc c'est le premier point. Il y a un problème de conjoncture. Ce n'est vraiment pas le moment de voter des amnisties. La deuxième chose, il y a un problème de principe quand même que j'ai. Moi, je ne comprends pas qu'on annonce dans notre démocratie la séparation des pouvoirs. Dire que l'exécutif, le législatif sont indépendants du judiciaire et prendre des dossiers qui sont entre les mains des juges d'instruction pour les sortir et pour y mettre une croix. Je n'y crois pas. Moi, je pense que l'amnistie ne doit porter que sur des questions qui sont déjà jugées. Et pour respecter la présomption d'innocence, il est important qu'on sache qui a fait quoi. Si c'est des gens qui ont été injustement accusés, qu'on le sache et qu'on se retourne contre ceux qui les ont accusés. Et si c'est des gens qui ont enfreint au code à la société, il faut tout simplement les punir. Mais moi, je ne crois pas en l'impunité. Et ce pays-là a besoin de tout, sauf de la culture de l'impunité. Mais certains juristes nous sommes dans le laxisme. Certains juristes estiment qu'on peut amnistier des gens qui n'ont pas été encore jugés. Mais les juristes, c'est leur responsabilité. Mais moi, ma responsabilité de démocrate et la conscience que j'ai de la séparation du pouvoir, l'amnistie pour des gens qui ne sont pas condamnés ni jugés, pour moi, est un coup d'État judiciaire qui me choque et qui ne respecte pas la présomption d'innocence. Vous considérez que l'amnistie laisse des questions sans réponse? Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de morts. Hein, depuis 2012 jusqu'à présent, on parle de 40 morts. Certains gens accusent
même certaines forces occultes tout à fait. qui auraient fait ça. Les services de sécurité aussi sont indexés. On ne sait pas réellement. Moi, je pense que des hommes politiques n'ont pas et ne peuvent pas aller se retrouver à Diamniadio, quelque part, et décider d'une amnistie. Ce n'est pas un problème de force politique, c'est une question de toute la nation sénégalaise. Nous avons envie de savoir qui sont ces forces occultes. Nous avons envie que des enquêtes soient menées pour qu'on voit tous les groupuscules qui ont été impliqués dans les événements. On a besoin aussi de voir quelles forces de l'ordre ont dépassé les limites pour que le maintien de l'ordre se traduise en tragédie. On a besoin aujourd'hui de savoir que nous vivons dans un pays où il n'y a pas d'impunité pour les forces de l'ordre. Il y a trop d'abus des forces de l'ordre, il y a trop d'abus des forces de l'ordre et de sécurité. Il faut mettre fin à ça. Justement, c'est la question du maintien de l'ordre est bien assimilée par les forces de l'ordre. Bon, alors, sur ce point-là, j'ai eu la chance... Il y a des bavures, hein? J'ai eu la chance d'avoir procédé à l'évaluation du maintien de l'ordre au Sénégal. Et donc, j'ai invité pendant plusieurs jours dans des hôtels de la place tous les spécialistes du maintien de l'ordre. Ceux qui dirigent les forces de l'ordre, ceux qui ont des rôles de médiateurs, ceux qui dirigent l'administration et qui sont les autorités administratives, les manifestants, les organisations de société civile, et j'ai réuni tout le monde pour étudier tout. Mais ce qui est évident, c'est que nous avons besoin de procédures de maintien de l'ordre. Nous n'avons pas de procédure. Nous avons des lois, 8 à peu près, plus une instruction 10 votée en 1970, qui parle de la collaboration de l'armée et de la gendarmerie et de la police en cas de dépassement du désordre. Et tout cela existe, mais il n'y a aucune procédure. Donc il n'y a pas de manuel de procédure? Il n'y a pas de manuel de procédure, il n'y a pas de mémento. On ne sait pas dans quelle langue il faut parler aux gens. Et nous avons fait toute une procédure sur les moyens d'action, sur les instruments utilisés, jusqu'au point où on a dit dans quelle langue nationale on doit dire les choses. Et s'il faut des hélicoptères pour distribuer des feuilles, sensibiliser les gens, la presse, comment elle doit être traitée dans des cas comme ça. Nous en avons parlé. Nous avons parlé des médiateurs même au sein de la manifestation. Et nous avons parlé des médiateurs au niveau des forces de l'ordre. Nous avons parlé de la prévention en matière d'intervention et nous avons parlé de la coordination. Mieux, nous avons même demandé à ce qu'après chaque maintien de l'ordre, qu'il y ait un retour d'expérience et une évaluation et que ces évaluations-là soient transmises à toutes les autorités et tout simplement... Qui est devenu ce travail? Il est où ce travail? Ce travail a été remis au président de la République depuis... je pense depuis plus de... Je pense que c'est une évaluation que j'ai faite dès la sortie des événements de mars, parce que j'avais vu que beaucoup d'enfants étaient tombés de cette manifestation-là, et j'ai dépêché les évaluations. Et encore une fois, la commission d'évaluation que j'ai présidée était une commission indépendante, apolitique, et je n'ai jamais admis qu'un seul politique y mette la place. C'était pour avoir une appréciation d'experts et nous avons remis le travail là dès le lendemain des événements de mars au président de la République. Apparemment, les résultats ne sont pas appliqués. Non, bien évidemment, non. Bien évidemment aussi, nous avons engagé des évaluations extrêmement importantes à la suite du décès de Mankabou. Et nous avons évalué tous les lieux de privation de liberté et de garde à vue dans notre pays, que ce soit des lieux de garde à vue de la gendarmerie ou de la police. Donc nous avons fait tout ce travail-là. Il y a un travail remarquable qui a été fait. Récemment, les jeunes qui sont sortis de prison ont décrié les conditions carcérales qui sont exécrables. Voilà, moi j'ai fait une troisième évaluation qui s'appelle des évaluations sur les lieux de privation de liberté. Donc prison plus les hôpitaux où on détient des patients sans leur consentement. Nous avons fait une évaluation et je peux dire que je suis le seul homme politique dans ce pays à avoir visité toutes les prisons du Sénégal. Toutes, je les ai visitées, jusqu'à Kédougou. Donc la situation, effectivement, dans les prisons est inadmissible et nous avons aussi fait des recommandations et même produit ce que j'ai appelé une charte de la personne privée de liberté qui devait être une charte qui devait être votée par l'Assemblée nationale. Nous avons voulu vraiment faire avancer les choses pour que les fouilles cessent dans les prisons, pour que même mieux,
que les prisonniers puissent savoir qu'ils ont le droit de porter plainte contre les gardes pénitentiaires s'il y a des violations, sans compter maintenant tout l'effort et l'apport que nous avons eu sur la médecine carcérale. Et donc, tout le monde a été convoqué à ce type d'évaluation. Et ces évaluations-là ont été magnifiques parce que ce sont des évaluations très raisonnées, faites par des experts. Et nous nous sommes mis aux normes internationales les plus importantes. Donc, aujourd'hui, s'il y a des problèmes dans les conditions de détention en prison, c'est que c'est l'État du Sénégal qui n'a pas envie de le mettre en place, mais les documents existent, les recommandations ont été prises et la charte a été écrite, tout est clair, tout est précis. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très tendue. On voit beaucoup d'analystes dire que depuis que le Sénégal est devenu gazier et pétrolier, surtout un pays gazier, dans le cadre de la géostratégie, la géopolitique, le pays est dans un autre niveau. Les pays tels que la Russie, le Qatar ont le même gaz que le Sénégal. Bien sûr. Donc on ne voudrait pas voir le Sénégal aussi être un pays qui a cette ressource. Donc toutes les conditions de déstabilisation sont sur place. Je confirme non seulement ce que vous venez de dire, mais je vais aller plus loin. Vous savez, il y a un gazoduc Nigeria-Maroc. Qui doit traverser le Sénégal. Qui doit traverser le Sénégal, pour lequel moi j'ai été discuter avec les autorités marocaines. J'ai discuté avec la directrice générale de l'Office des hydrocarbures du Maroc, qui est une brillante intellectuelle d'ailleurs, et qui a fait un travail remarquable. Ce gazoduc-là va nous permettre, nous, de nous mettre en situation de concurrence avec les plus grands exportateurs. Et toute l'Europe va venir au Sénégal chercher son gaz. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation explosive. Parce qu'on a vu le défilé des anciens présidents, le président ukrainien, le premier ministre est venu, on a vu le président allemand. On a vu aussi pour la première fois le secrétaire d'État au Trésor américain venir au Sénégal. Tout à fait. On a vu aussi, comment on l'appelle aussi, les Russes venir au Sénégal. Tout à fait. Mais ça, c'est parce que le Sénégal est devenu un enjeu. Tout à fait. Est-ce qu'on a conscience de cela? Est-ce que la classe politique a conscience des dangers qui guettent le pays avec cette ressource? Non, la conscience politique n'a pas cette conscience. Pour plusieurs raisons. Mais parce que moi, je suis très bien placé, encore une fois, Alassane, parce que je me suis occupé de tous les conflits de la sous-région depuis 2000. De 2000 à 2006, j'ai fait ce travail pour les Nations Unies. J'ai assisté, je suis intervenu pour la guerre en Sierra Leone, dans le Mano River, donc jusqu'au Nigeria, mais je suis intervenu et j'ai négocié avec tous les groupes qui occupent aujourd'hui ou qui ont occupé le Mali. Donc tous les groupes terroristes. Aujourd'hui, mais le terrorisme est une réalité, elle est sérieuse. Nous n'avons aucun contrôle. Enfin, notre contrôle sur les frontières est extrêmement faible. Nous avons des problèmes de coordination entre les gendarmes et les militaires. Parce que tout simplement, le commandement militaire, il repose sur les zones. Moi, ce que j'ai proposé, c'est une reconfiguration des zones militaires. Qu'on passe de 7 zones à 8 ou 9, qu'on rééquilibre les zones et qu'on essaie d'avoir des groupes, alors, comment je les ai appelés? Je les ai appelés des groupes interarmes de combat qui permettent que chaque zone militaire au Sénégal puissent se battre de façon autonome, puisque aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons des zones militaires qui se battent pendant 24 heures, 48 heures, qui font appel à des unités de réserve générale que le président de la République doit dépêcher, et finalement qui peuvent faire appel à la coopération internationale comme troisième temps opératoire. Mon idée, c'est de prendre tout et de faire des zones militaires qui sont commandées par des généraux de brigade. On en a assez pour couvrir les zones, et qu'ils soient des forces interarmées et qu'on renforce le centre du Sénégal avec une nouvelle dimension blindée pour le faire au cœur du Sénégal et faire des pénétrantes en tout cas, mais pour pouvoir accéder facilement en renforçant même la cavalerie, mais sur les zones et notamment les zones frontalières du Nord et du Mali d'où vient le danger. Donc nous avons à réformer, à reformater notre système de défense opérationnel du territoire. Et ça, je l'ai écrit dans des pages et des pages dans le livre qui est consacré au Sénégal et qui s'appelle « Un autre Sénégal est possible ». Notre première priorité, ce n'est pas la liberté, ce n'est pas des élections, c'est la sécurité. Nous sommes aujourd'hui en danger et il faut que très rapidement nous en prenions conscience, que nous donnons tous les moyens à l'armée, parce que les moyens qu'on donne à la gendarmerie sont aujourd'hui considérables. Et je pense qu'il faut que l'armée
soit doté de beaucoup plus de moyens que la gendarmerie, de plus d'effectifs. Ce n'est pas le cas. Nous avons un format des armées 2025 qui est en train d'être remis en question parce que la gendarmerie risque d'être beaucoup plus dotée en effectifs que l'armée. Ce n'est pas une chose à faire. Donc nous avons des décisions importantes en la matière et nous devons renforcer notre sécurité, renforcer surtout et réformer notre système de renseignement parce que nous avons un renseignement qui n'est pas proactif et qui ne s'appuie pas sur les populations. Et pour moi, ça me paraît un enjeu essentiel. Mais le terrorisme existe. Le salafisme existe, notre pays est menacé aujourd'hui par des groupes qui sont utilisés, instrumentalisés pour déstabiliser notre pays. Et ça, pour moi, c'est une priorité et il faut être extrêmement ferme dessus. Mais comment créer le consensus de la classe politique sénégalaise sur cette question bien précise de géostratégie, en sachant que le Sénégal a quitté un niveau et dans un autre niveau avec le gaz et le pétrole? Moi, je pense que le premier problème, c'est la conscience du président de la République, sortant ou à venir, sur ces questions. Il me paraît essentiel que le président de la République, à venir ou sortant, soit extrêmement briefé et conscient des enjeux militaires et stratégiques de notre pays. Ce n'est pas le cas. Il faudrait que la commission défense de l'Assemblée nationale soit beaucoup plus éveillée, soit beaucoup plus instruite, soit beaucoup sensibilisée. L'Assemblée n'est pas là pour voter les yeux fermés un budget en disant c'est la défense, on vous remercie. Et c'est comme ça que ça a été traité. Il n'y a pas un véritable débat politique sur la défense nationale alors que le concept de défense doit être un concept civil décidé par les politiques auquel embrassent tout simplement les militaires. Le dialogue civilo-militaire n'est pas au niveau où il doit être, c'est le premier point. Et puis, il faut, encore une fois, réformer les renseignements, réformer l'armée, donner plus de pouvoir à l'armée et savoir que notre sécurité va dépendre de l'armée et notre avenir économique va dépendre de l'armée actuelle. Mais il ne faut pas, justement, seulement se contenter d'aller le 4 avril, de voir des gens défiler et de se taper la poitrine de dire on est bon. Il y a des questions de fond sur la formalisation de certaines choses et je pense que le chef d'état-major actuel et l'école de guerre sont en train de faire des efforts. Il faudrait formaliser encore plus parce que moi, j'enseigne à l'école de guerre, même les futurs généraux. Mais la question de fond, c'est que aujourd'hui, pour former les chefs d'état-major, ils ont besoin de beaucoup de choses. La formalisation n'est pas suffisante. Il faut mettre beaucoup de procédures. Il faudrait faire la guerre avec les outils de demain, mais nous avons gardé pendant 60 ans les mêmes concepts, les mêmes bataillons, les mêmes idées. Bon, c'est vrai, il faut que je sois dur, mais je ne sois pas dur. Ils ont fait ce qu'on appelle des CRA, des compagnies renforcées, ils ont fait des bras, des bataillons renforcés, mais aujourd'hui, il faut aller vraiment vers des zones autonomes et une prise en charge des questions de défense au plus haut niveau. Et donc, le président de la République devrait s'entourer mieux. Le débat politique devrait être animé sur la défense et l'armée devrait être beaucoup plus écoutée sur des questions de défense. Et il y a beaucoup de choses à réformer, notamment les problèmes de planification, les problèmes d'évaluation et ce que l'on appelle les problèmes de retour d'expérience. Quand vous allez aujourd'hui en France, les erreurs du général Joffre font l'objet de cours à l'état-major. Aujourd'hui, tu ne peux pas prendre une expérience passée. Tu ne peux pas parler de Babonda, mais tu ne peux pas parler de Medina Mankagne, mais tu ne peux pas parler de Tranquille, tu ne peux pas parler de Santiago Manjac sans... tu ne peux pas y parler parce que les gens pensent que vous critiquez ce qu'ils ont déjà eu à accomplir. Or, le retour d'expérience est essentiel. Aujourd'hui, par exemple, mais quand vous allez en Casamance dans un poste de surveillance, vous n'avez pas l'historique des postes. Et ça, on devait le rédiger. Pour savoir que tel poste a été attaqué 15 fois ou 5 fois, la nuit à 5 h du matin ou 2 h du matin. Et tout ça, ça permet à l'individu qui prend possession du poste de savoir les risques qui sont autour de lui. Donc ce travail de formalisation, il faut le faire. Nous avons créé une superbe école de guerre. L'armée et le chef d'état-major sont en train de faire des efforts énormes. Il faudrait élaborer une doctrine. C'est la doctrine des emplois des armées qui doit être affinée. On doit travailler, renforcer les procédures. Il ne faut pas qu'une opération de réduction de résistance isolée sur le terrain soit faite différemment parce que tu as 3 commandants de compagnie différents. Il faut qu'il soit fait de la même manière, avec des normes,
avec des références, avec des standards au niveau international. Donc pour moi, ce dont je rêve, c'est un pays d'excellence aux normes internationales. C'est une démocratie de confiance au niveau international. Mais ce n'est pas une démocratie où les uns piègent les autres et une démocratie où personne n'a confiance en personne, une démocratie où on élit un président et on commence à l'insulter l'année suivante, une démocratie où on dit aux gens dégagez parce que chacun espère qu'il aura un poste demain si le régime change. En partageant le gaz avec le Sénégal, les pays de la sous-région seraient justes par rapport justement à la norme sécuritaire. En Mauritanie, il y a beaucoup de changements qui sont en train d'être opérés. Alors, Alsan, pour te dire la vérité, la Mauritanie a été 20 ans d'avance sur le Sénégal pendant plusieurs années. Heureusement que nous venons depuis une dizaine d'années d'essayer de rattraper. Mais à Diago, ailleurs, partout, la Mauritanie a eu des capacités de frappe nocturne avec des pilotes entraînés la nuit, avec l'aide de la France et de notre pays, mais je pense que c'est le Brésil. Donc nous avons des mutations stratégiques comme ça qu'on aurait dû suivre avec beaucoup d'attention et qui n'ont pas été suivies à temps. Heureusement qu'il y a des efforts et que nous sommes en train de nous remettre à niveau et que l'actuel chef d'état-major et son équipe sont en train, et le commandant de l'armée de l'air, je pense qu'ils sont très conscients de ces questions, puisqu'il y a une base qui a été mise à Hydrobase, une base militaire, pour tout simplement regarder, avec le conflit polar est mort, il y a quelque chose à faire. Et donc nous devons en tout cas en permanence travailler nos renseignements. En permanence, la direction de la surveillance du territoire doit travailler sur les infiltrations. On doit travailler sur tout ce qui se prend en matière de décision, en matière de défense et de sécurité. Et c'est là un enjeu fondamental. Sinon, nous ne bénéficierons pas de notre pétrole, nous ne bénéficierons pas de notre démocratie. Et il faut savoir, encore une fois, Alassane, qu'on ne peut pas diriger un pays si on n'est pas sensible aux questions de sécurité. Or, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que presque tout le monde dans la classe politique ignore toutes les questions de défense minimales. Il n'y en a pas eu un seul qui peut dire voilà les problèmes opérationnels de défense en Casamance. Il n'y a pas un qui a visité une base d'action. Il y en a pas un, ils voient tous l'armée le 4 avril quand ils voient des soldats défiler. Ils ne savent pas que souvent, ce n'est pas des combattants qui défilent, mais c'est des jardiniers, des cuisiniers pour qui j'ai beaucoup de respect, qui défilent à la place des combattants. Donc ils ne sont conscients de rien. Ils voient des chars de combat, ils ne se posent pas est-ce que les chars qu'on a achetés sont conformes au mode opératoire de nos ennemis? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que... Donc tout ça, c'est des questions essentielles qu'ils doivent se poser. Et je pense, encore une fois, que nous avons une classe politique qui n'est intéressée que par la politique, qui n'est même pas intéressée mais par l'économie. Par exemple, si je prends la question économique, aujourd'hui, mais sur le pouvoir d'achat, personne ne propose rien. Alors que le coût de la vie est la question majeure du Sénégal. La question de l'emploi, quand vous les entendez parler, vous avez envie de rire. Vous avez l'idée, l'impression que c'est un wax khalat où chacun s'assoit, dit ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, si je posais aux candidats qui ont été retenus, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en pouvoir d'achat et de quelle proportion les prix des denrées allaient baisser et quelles denrées, mais ils seraient incapables de me dire quoi que ce soit parce qu'ils ne sont même pas interrogés sur la manière dont il faut alléger les conditions de vie des Sénégalais. Voilà, merci infiniment El Hadj Ibrahima Sall. Je rappelle que vous êtes ancien ministre, vous êtes très connu des Sénégalais, pas seulement du Sénégal, à travers le monde, par rapport à vos analyses et travail formidable que vous faites sur le plan international. Que nous parlions de la situation du Sénégal, de la géostratégie, de la géopolitique, comment faire pour que le Sénégal sorte du gouffre. Merci à tous ceux qui m'ont suivi pour regarder cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci, au revoir.